Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h aujourd'hui. Nous sommes toujours à Stéréolux, toujours au Web Today où le festival digital bat son plein en cette deuxième journée. Et il fait chaud aujourd'hui, mais les geeks ont pensé à tout car il y a aussi distribution de glace ici à Stéréolux et tout le monde en profite. Vanille, fraise, chez Lucas. Ça fait du bien en ce moment. Mais ce soir, en tout cas, sur notre plateau, il n'y aura pas de glace, il n'y aura pas de geek. Ce soir, nous allons parler de vélo, car on l'a déjà un petit peu évoqué, mais à quelques mètres d'ici, à la Cité des Congrès de Nantes, se tient actuellement Vélocity 2015. C'est le grand raout du vélo, le grand congrès international de la pratique du vélo urbain et des politiques cyclables exactement. Et nous allons en parler dans quelques instants avec nos trois invités. Mais d'abord, on va faire un petit retour en images sur l'événement d'hier. C'était bien sûr la vélo-parade qui se tenait en marge de Vélocity justement, et c'était un franc succès. Elle a réuni plus de 7000 cyclistes sur les 12 km de trajet. Ça a occasionné aussi quelques bouchons, il faut bien l'admettre, mais c'était avant tout un événement festif qui a bien marché et nous étions présents. Et je vous propose de revivre cette vélo-parade en images grâce à Yannick Lenné et Eric Egon. Comment ça se passe? Ah, très très bien, il fait beau, c'est super. Très bien. Entre copines, c'est super. Je visite Nantes, je ne suis pas de Nantes. C'est très belle. I love it. Sans le bruit, sans les voitures. Convivial. C'est cool. C'est très dangereux la vélo-parade, mais je la conseille à tout le monde. Voilà. Je suis un chirurgien qui chute à vélo. Ouais. Il fallait un peu se pencher sur le vélo pour le passer, pour essayer d'avancer, mais vraiment génial, une super organisation. Voilà, une bien belle réussite que cette vélo-parade qui a battu les records, n'est-ce pas? Thomas Quérault, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu en charge des déplacements doux, de la quotidienneté de l'espace public à la ville de Nantes, également élu à Nantes Métropole. Un beau succès, record battu. Un beau succès, on a battu les records des éditions précédentes, notamment d'Adélaïde en Australie où il y avait 5000 personnes. On en a réuni 7000 qu'on a estimé sur la base des sacs qu'on a distribués, Ouais. plus les congressistes. Donc un vrai beau succès, une vraie participation. Il y avait des familles, des Nantais, des cyclistes de tout poil et c'était très sympa. Voilà, très festif comme on l'a vu avec des vélos en tout genre. Je vais présenter également mes deux autres invités. Frédéric Mauduit, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant du magasin Urban Cycle, un magasin qui est Tout à situé à Nantes, chaussée de la Madeleine exactement. Vous êtes ici pour nous donner aussi votre avis technique sur la question du vélo et puis votre avis de cycliste évidemment parce que vous êtes un cycliste chevronné et convaincu. À vos côtés Sonia Lavadino, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous faites partie des congressistes justement de Vélocity. Vous êtes intervenu ce matin. Vous êtes anthropologue spécialisé dans les mobilités durables. On va voir un petit peu quel est votre domaine de compétences d'ici quelques instants. Mais d'abord, retour sur cet événement Vélocity qui se tient à Nantes depuis le 2 juin, enfin ouverture officielle le 3 juin. C'est un congrès qui réunit surtout des professionnels et des experts. C'est pas vraiment un événement très grand public, disons-le. Mais en tout cas, Nantes a fait
fait quand même un petit cocorico puisque c'était la première fois qu'une ville de moins d'1 million d'habitants accueillait ce congrès-là. En quoi Nantes méritait-elle cet honneur, Thomas Quérault? Alors, il nous a fallu plusieurs candidatures pour être retenu pour accueillir Vélocity. Il a fallu qu'on fasse la démonstration, d'une part, des réalisations qu'on avait fait en matière de vélo et d'infrastructure. Et on a réussi à démontrer qu'on a doublé la part d'utilisateurs du vélo sur le premier plan donc, de vélo entre 2009 et 2014. La fameuse part modale. La part modale, la part d'utilisateurs de vélo parmi tous les utilisateurs de transport, les voitures, les transports publics. Et puis, on a aussi joué la carte de la destination. Accueillir un congrès, c'est pas seulement accueillir des experts, c'est aussi vendre une destination, la qualité de vie qu'on met en œuvre à Nantes depuis pas mal de temps et la qualité du séjour pour les congressistes. Évidemment. Et puis, les chiffres aussi sont importants. Hein. Vous l'avez dit, cette part modale. Il y a aussi 485 km de pistes cyclables, 6500 appuis vélo, 880 biclous. Ce sont le vélo partage, le fameux service de vélo qu'on connaît. On les voit, ces chiffres-là. Ça a aussi pesé dans la balance, évidemment, puisque y a quand même un progrès. Oui, je crois que c'est effectivement une dynamique qui a été reconnue. On sait qu'on n'est pas parmi les villes les plus utilisatrices du vélo en Europe, en Hollande ou dans les pays scandinaves. À titre d'exemple, oui, Copenhague, c'est 40% de part modale, par exemple. C'est sûr, mais il y a une culture qui est très différente de ce qu'on a en France. Donc, on s'y est mis à partir de 2008 et c'est cette dynamique qui a été reconnue. Donc, on a quelques classements. L'agence Copenhagenize qui nous classe dans le top 10 des villes en Europe. Cela dit, on sait que c'est surtout nos efforts qui comptent. Il nous reste encore des choses à faire. On a beau avoir doublé la part modale, on a des infrastructures, des continuités à développer et puis pas mal de promotions parce qu'il faut inscrire dans l'usage la culture du vélo au-delà du domicile-travail, mais vraiment dans une pratique plus globale au quotidien et sur l'ensemble de la semaine. On reviendra évidemment sur tous ces points, mais on va redire quand même la part modale. Ça veut dire par rapport aux autres modes de transport, par rapport à la voiture, par rapport au transport en commun, quelle est la part du vélo dans nos déplacements. Vous, Frédéric Mauduit, en tant que vendeur de cycles, en tant que vélociste, je crois que c'est ça que vous dites. Exactement. Vous l'avez observé aussi à votre niveau, cette augmentation de l'usage du vélo? Oui, tout à fait. Et c'est pas nouveau. Hein. Ça fait une dizaine d'années qu'on voit le phénomène apparaître. Et on sent bien que les gens ils ont un besoin, ça répond maintenant à un besoin de trouver d'autres solutions pour se déplacer, notamment dans les grandes villes. Alors j'espère bien sûr que ça va s'étendre après au-delà des grandes villes, il le faut, mais oui, on sent depuis un certain temps que les gens ont vraiment envie et surtout besoin de trouver un autre mode de déplacement. Oui, vous dites que le vélo va bientôt remplacer la voiture. Vous, c'est votre prédiction? Depuis un moment maintenant, faut être honnête. Oui. Il y a encore de la marge, on le voit quand même. Ah oui, justement, il y a encore beaucoup de travail et tant mieux pour nous, tant mieux pour les vélocistes. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais on sent que les gens en ont vraiment envie, ils sont très attentifs à ça. Et puis, on sent aussi qu'ils recherchent aussi un produit de qualité. Ils ont vraiment besoin de ça. Il faut aussi, nous, notre travail, il va être aussi de les accompagner au quotidien. En leur apportant des produits qualitatifs, des produits fiables. Il ne s'agit pas de crever tous les jours en allant au travail. En apportant aussi, ça va de vêtements, d'accessoires de sécurité. Il y a beaucoup de choses encore à travailler et à présenter aussi aux gens pour les accompagner dans cette démarche de changement. L'objet vélo et tout ce qui va autour, parce que c'est pas le tout d'avoir des infrastructures, il faut aussi une bonne véloce. Aujourd'hui, on utilise beaucoup le mot vélo, mais le vélo, faut le définir aussi. Aujourd'hui, le vélo, c'est plus le simple objet à 2 roues qu'on utilise pour aller se promener le dimanche. C'est un vrai véhicule. Il faut le concevoir comme un véhicule. Ouais. C'est un véhicule comme une voiture, comme un tramway, comme un bus. Le vélo aujourd'hui, c'est ça, et je crois qu'il va falloir le remettre à sa place, au centre du débat. Mais je pense que les gens sont prêts à ça. Et au centre aussi de l'aménagement, c'est aussi votre domaine de recherche, Sonia Lavadino. C'est comment aussi ces déplacements doux ou déplacements actifs, je crois qu'on dit aussi ailleurs, ces modes de déplacement, elles influent sur la ville et sur l'espace public. L'espace public change aussi avec cette présence du vélo. Oui, c'est concomitant, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une évolution de la ville et il y a une évolution des modes de s'y déplacer. Les deux choses doivent aller de pair. Si vous faites uniquement des infrastructures qui restent très focalisées sur le fait de se déplacer de A à B,
je pense que vous passez à côté de votre cible parce que la cible, elle est beaucoup plus globale, beaucoup plus large. Elle cherche vraiment, comme monsieur vient de le dire, à changer la culture, à changer les modes de vie. Et alors ces modes de vie, ils ne demandent que ça d'une certaine manière. C'est-à-dire effectivement, on voit que les gens ont des envies différentes d'avant. Ils ont aussi des agendas plus complexes, avec beaucoup plus de choses à faire dans la même journée, avec moins de temps pour le faire. Et donc une envie aussi de mieux utiliser le temps du déplacement comme un temps de vie à part entière. Ce qui donc du coup donne un avantage certain au vélo, à la marche, au mode actif en général. Qui est un mode plus convivial, où le contact humain Le perdure. contact humain est très facile à avoir. Vous pouvez à tout moment vous arrêter et prendre le temps de discuter avec des gens que vous rencontrez par hasard, ce qu'on appelle la sérendipité, la possibilité finalement inopinée de faire des choses imprévues, de passer plus de temps dans ce parc, de passer plus de temps dans ce café. Ça, c'est des choses très faciles à faire quand vous êtes à pied à vélo. Et c'est moins facile à faire quand vous avez une voiture à garer ou quand vous devez descendre de votre train ou de votre tram. Et justement, du coup, la ville change aussi dans ce rapport-là. Par exemple, on va prendre une station Biclou ou Vélib quand on est à Paris. Il faut aussi penser l'espace autour de ces stations-là, autour des gares, autour des lieux où on se déplace, pour que ce soit également des lieux de vie et pas juste des lieux de passage. Effectivement, oui, c'est ce que j'appelle des hubs de vie. C'est effectivement l'idée de dire ce ne sont pas que des lieux dédiés à la mobilité, mais au contraire, il y a là besoin de tout de suite mettre le pied à l'étrier, si j'ose dire, et de tout de suite dire de tout de suite dire que dès que vous descendez de votre vélo ou dès que vous voulez vous arrêter ou sortir de votre train ou de votre bus, il faut immédiatement que la ville vous prenne. Il faut immédiatement que vous trouviez votre café, que vous trouviez la personne avec qui vous avez rendez-vous, que vous trouviez un espace pour que votre enfant joue. Ces choses-là ne doivent pas maintenant être loin des lieux de mobilité. Au contraire, elles doivent être accrochées, elles doivent être, je dirais, ensemble, conçues ensemble, dans un esprit de ludification du quotidien. Pas du tout de dire je vais faire des choses ludiques, mais loin de la ville. Au contraire, de dire la ville doit venir à ces lieux de mobilité et vice-versa. Les lieux de mobilité doivent beaucoup plus facilement s'accrocher à votre vie quotidienne. Parce que vous n'aurez tout simplement pas le temps d'aller chercher ce parc, d'aller chercher ce bord de la Loire, d'aller chercher ces lieux s'ils ne sont pas sur votre chemin. Donc le tout est de les mettre sur votre chemin et que ce soit le plus facile possible. Et finalement, votre délégation, Thomas Quérault, va bien dans ce sens-là. Déplacement doux, quotidienneté, espace public, tout ça est évidemment très lié. Il y a une vraie cohérence, oui. Sur l'espace public, très clairement, quand on a aménagé le cours des 50 otages dans sa phase finale avec la zone à trafic limité, et le choix qu'on a fait d'avoir la piste des vélos surélevée par rapport aux automobilistes, c'est pas seulement pour protéger les vélos du trafic qui reste, c'est aussi pour donner une visibilité. Et on voit aujourd'hui que ça a progressé aussi parce qu'il y a une visibilité bien plus importante des vélos. Ça a commencé par le Biclou avec sa couleur orange qui a donné envie, qui a un sas aussi après du vélo à libre service vers le vélo personnel. Et cette visibilité, elle donne envie. On voit plus de gens aujourd'hui qui font du vélo et ça incite plus de gens à s'interroger sur le fait qu'est-ce que moi finalement je pourrais aussi me mettre à faire ça. Et donc c'est un sas et un appel à changer ces pratiques. C'est observé ça qu'il y a un passage entre le Biclou et le vélo personnel? Complètement. Les gens Biclou, de Co dans les statistiques le sait, le vélo à libre service c'est une première étape pour se rendre compte que la ville à vélo c'est possible, c'est facile, et puis après se dire finalement plutôt que d'avoir ma petite carte et de faire mes trajets de 5-10 minutes, c'est aussi simple d'avoir mon vélo, de le prendre chez moi et puis d'aller sur des trajets plus longs. Et d'avoir un vélo qui pèse quand même 23 kilos aussi, c'est pas toujours évident pour le Biclou, on passe à plus léger. Justement sur cet objet vélo aussi, Frédéric Mauduit, cet objet vélo, c'est aussi un investissement, on le dit, on s'en sert pas seulement pour le loisir, pour la balade, aujourd'hui c'est aussi pour les déplacements professionnels, pourquoi pas. Et du coup il faut investir dans un vélo et c'est pas une mince affaire. Ben oui, faut pas prendre à la légère, quoi. Faut pas avoir peur d'investir. Justement, l'investissement derrière, c'est la sécurité, c'est l'efficacité. Ça représente beaucoup de choses, mais comme je disais, c'est un véhicule. Il faut avoir un produit fiable, il faut avoir un produit qui nous accompagne vraiment tous les jours. Donc, il faut. C'est une notion de partage, le vélo. On peut pas travailler tout seul dans le vélo. Il faut que l'industrie soit en phase avec les changements de modalité du public, mais il faut aussi que les agglomérations, que les collectivités
travaille avec tout le monde. Donc Ouais. la mise en place de pistes cyclables, pour moi, c'est aussi important qu'un vélociste qui apporte un vrai service de proximité, des vraies compétences, des produits Un de vrai qualité. suivi aussi, évidemment, sur Bien sur sûr, le vélo. on est Mais dans concrètement, le très suivi. concrètement, aujourd'hui, on peut acheter évidemment un vélo en grande surface. Ça va nous Ben coûter un voilà. petit peu moins de 100 €. Ben Vous voilà. vous dites, le prix réel d'un vélo, c'est plutôt 500. Ben, En gros. un vélo classique, c'est 500 €. Voilà, tout à fait. Il y a qu'à les grandes marques ont tous des premiers prix à 500 €. Effectivement, maintenant, il se trouve qu'en France, on est le pays de la grande distribution et que depuis plusieurs dizaines d'années, on s'est retrouvé avec une industrie qui proposait effectivement des vélos à bas prix. Et là, c'est là où il y a une incohérence aujourd'hui entre le changement de mentalité et le produit qu'on va mettre à notre disposition. Il y a un petit paradoxe en France au niveau de l'industrie, c'est qu'on est très très bon en vélo sport. Donc tout ce que j'entends sport, c'est le vélo de compétition, le vélo de course, le VTT. On a des entreprises qui sont extrêmement performantes. Mais à côté de ça, en termes de vélo de déplacement, on a beaucoup de retard par rapport à l'industrie, aux industries voisines. Et vous on voit approvisionnez bien- à l'étranger, du coup, Ben, concrètement. Oui, faute d'avoir de la qualité made in France, alors il y en a, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a. Mais c'est vrai que par rapport à des marques allemandes, pour pas les... Voilà. Ça peut être un on a- obstacle, hein, c'est on vrai a- quand même. on a du retard et Ouais. moi je pense que voilà, il y a un marché, il y a une industrie qui est prête à se réveiller en France. On le voit avec des petites marques qui ont émergé ces dernières années. Et donc voilà, il y a de l'espace, il y a du travail. Moi je pense que maintenant, voilà, l'industrie du cycle en France a de quoi travailler pour proposer des vélos de déplacement Ouais. de bonne manufacture. Alors justement, est-ce que la collectivité est prête à donner un petit coup de pouce? Parce qu'on le sait, voilà, un vélo, c'est aussi un investissement. Si on va dans de la qualité, comme on le disait, 500 €, est-ce que ça fait partie aussi des projets? Alors, c'est pas que des projets, c'est fait, puisqu'on a décidé depuis déjà quelques années d'accorder une aide pour les achats de VAE, pour les vélos à assistance électrique, parce que c'est effectivement un budget plus important qu'un vélo normal, mais c'est aussi une facilité à l'usage qui fait qu'aujourd'hui, des gens, y compris de tous âges, peuvent se remettre à l'usage du vélo. Donc, comme il y a ce pas de départ qui est plus important, on a décidé d'accompagner ça. C'est un très grand succès. On a accordé déjà 4000 aides sur la métropole. Voilà. Mais après, effectivement, c'est vrai que sur les vélos, c'est des questions de budget. Si on aidait 10% à chaque fois, on aurait un vélo à chaque habitant. Mais voilà, après, c'est des choix budgétaires. Il y a aussi les infrastructures à améliorer. Il y a de la promotion à faire sur l'usage. Donc, on avait décidé de cibler le vélo assistance électrique. Ouais. Quand on parle vélo, on est obligé aussi de parler des autres modes de transport et comment tous ces modes de transport cohabitent. Vous avez justement aussi observé ça, Sonia Lavadino, c'est qu'il faut aussi penser aux piétons. Et finalement, on pense d'abord vélo, on pense d'abord transport en commun. Mais il faut peut-être repasser aussi par le piéton pour englober tous ces modes de transport. Oui, c'est lié au fait que tous les modes de transport véhiculés ou véhiculaires sont finalement toujours des habits de vitesse que le bipède peut emprunter pour simplement aller un petit peu plus vite, un petit peu plus loin qu'avec ses deux pieds. Mais notre état naturel, l'état dans lequel nous nous réveillons quand nous sortons de notre lit le matin, ça reste la marche. Donc de ce point de vue-là, et du point de vue aussi des parts modales, puisque nous en avons déjà parlé au début de la journée, je pense qu'il faut bien voir que les deux toutes grandes parts modales, quelle que soit la ville, reste toujours la voiture et la marche. Et d'ailleurs, souvent, la marche et la voiture, ce n'est pas le cas à Nantes, mais c'est souvent toujours ces deux parts modales qui sortent loin devant les transports publics, le vélo et tous les autres modes de transport. Donc finalement, quand on est en tant que politique face au choix de comment on veut faire advenir cette ville multimodale, qui d'ailleurs va de plus en plus avoir des modes, le bouquet va de plus en plus être large. Il n'est pas question, je pense aujourd'hui, de dire qu'on favorise un mode plutôt qu'un autre mode. On est plutôt dans une logique de dire que cette personne bipède qui se lève tous les jours le matin, elle doit avoir la garde-robe la plus large possible de ses habits de vitesse à disposition. Et la question est plutôt de dire comment on va faciliter, comment on va faire en sorte que ce soit facile pour elle d'aujourd'hui endosser un habit tel le vélo, de demain endosser un habit tel le train ou le tram, et le surlendemain aller à pied tout simplement, ce que j'appelle en t-shirt. Voilà. Donc ça, c'est la question finalement pour moi.
Avec des exemples très concrets, par exemple, vous me parliez en préparant l'émission de Bilbao, où la part modale des piétons est de 70%. Et du coup, le reste vient aussi. Enfin, ça baisse la part de la voiture d'autant. Tout à fait. La part modale à Bilbao est de 10% uniquement. Et ça a été réussi avec un investissement majeur sur la marche et sur les espaces publics. Avec, quand même, c'est aussi ça qui est intéressant, une temporalité très courte, parce qu'en moins de 14 ans, on y est arrivé. Alors que si vous comparez avec Copenhague, qui a aussi une part modale de 10% de voitures, ils ont mis presque 40 ans à arriver à ce résultat, avec des parts modales qui ne sont pas du tout aussi bien réparties, puisque vous avez quand même à Copenhague des grands problèmes de circulation liés justement au fait aussi que le vélo, mine de rien, quand il y en a vraiment beaucoup, ça prend aussi pas mal de place. Oui, Cela évidemment. dit, il est clair... On l'a vu hier avec les bouchons en ville un petit peu, mais c'était assez exceptionnel avec cette vélo-parade. Donc il est clair qu'il faut savoir dans quoi on veut investir et quel bouquet multimodal on veut obtenir. Pour moi, une chose est certaine, il y a un avantage certain à mettre d'abord la mobilité dite alimentée par notre propre énergie, donc notre propre corps, et ça inclut donc évidemment la marche et le vélo, et les mobilités partagées, donc le vélo partagé et la voiture partagée, qui sont des modes assez efficaces en termes de mobilité individuelle, mais où la ressource est très très bien utilisée plutôt que des ressources qui finalement vont rester stationnées 99% de leur temps. 99. Du coup. 99, voilà, oui, excusez-moi, je parle suisse. C'est parfait. Il nous reste très peu de temps déjà, le temps file. Je voulais juste quand même une réaction sur ça, sur comment on se comporte par rapport, quand on est cycliste aussi, par rapport à un vélo, enfin sur comment on se comporte avec les autres modes de transport. Il nous reste peu de temps. Frédéric Mauduit. Moi, je pense qu'il est important que chacun trouve sa place sur la chaussée, mais que chacun surtout respecte l'autre. Parce qu'on a beaucoup tendance à voir des cyclistes qui râlent sur les automobilistes, des piétons qui râlent sur les cyclistes et des automobilistes qui râlent sur les cyclistes aussi. On n'en finit jamais comme ça. Donc voilà, je pense qu'il va falloir que chacun respecte les règles et puis surtout qu'il respecte surtout son voisin et que les choses se passent bien. Voilà, surtout à Nantes, on a la chance d'avoir une ville qui est quand même très aérée. Il y a quand même des boulevards qui sont assez larges. Je pense que chacun a les moyens. Tout le monde peut cohabiter, normalement. Bien entendu. C'est des choses sur lesquelles vous êtes attentifs, évidemment. Oui, c'est la politique, c'est celle du partage de l'espace public. Ouais. On est globalement dans une réduction de la place de la voiture. Le centre-ville a été largement piétonnisé. Il n'y circule plus que les résidents, les transports en commun ou les livraisons. Donc ça, c'est la direction qu'on va prendre derrière. Et c'est un peu ce que disait Madame Lavadino. C'est-à-dire on passe déjà aussi le piéton et puis après le reste aussi. Il faut aussi penser qu'on est chacun à un différent moment de la journée. On peut amener ses enfants à l'école le matin à pied, puis prendre son vélo pour aller au travail, éventuellement sa voiture pour aller au cinéma ou le transport public. Donc tout ça doit fonctionner dans une offre globale. C'est ce qu'on fait à Nantes. L'autopartage, il y en a. Les transports publics, qui marchent très bien. Les vélos, le vélo en libre service. Et la marche, et effectivement il faut arriver à coordonner tout ça. Après, moi je ne sais pas s'il y a plus d'utilisateurs de vélos qui font des incivilités que de conducteurs automobilistes. Je ne suis pas certain, c'est des comportements humains et individuels. Donc, on partage tout. Finalement. On partage tout. On arrive au terme de notre émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour avoir un petit aperçu des échanges qui doivent avoir lieu en ce moment à la Cité des Congrès aussi. Télé-Nantes profite d'ailleurs de Vélocity pour diffuser des portraits de cyclistes. C'est une série qui s'appelle Un petit vélo dans la tête. Je vous propose d'en voir un petit extrait et je vous donne le rendez-vous juste après. Avant, j'avais un travail qui me demandait de faire 1 heure de trajet le matin et le soir en voiture. Voilà ce que j'avais avant. Au lieu de pédaler avec les pieds, donc moi je pédale avec les bras. J'ai tout le temps qu'on fasse du vélo avec lui. Si on a une voiture, de toute façon, on la partage. Moi, j'ai fait le choix de ne plus avoir de voiture et puis de me débrouiller sans. Pour moi, il est plus facile de faire du vélo que de marcher ou de monter un escalier. Quand je vois une voiture qui commence à s'avancer alors que je suis dans un rond-point, je donne un bon coup de klaxon. Ça arrête la voiture. En général, ils ne comprennent pas que ça vient d'un vélo parce que le klaxon est très puissant.
Donc voilà la technique du klaxon hein, pour arrêter les voitures. Donc vous pourrez découvrir ce soir sur notre antenne le portrait de Johan qui fait du handbike, c'est du vélo à bras. Ce sera ce soir à 21h55 sur notre antenne et demain à 18h55. Et demain aussi, nouveau portrait, ce sont les boîtes à vélo, ces entreprises nantaises qui lient leur activité professionnelle à l'usage des deux roues. Ce sera demain à 19h30. Et puis l'ensemble des épisodes sont à retrouver évidemment sur notre site internet telenante.com. Ça s'appelle Un petit vélo dans la tête et ça montre voilà, les différentes formes de vélo, les différents usages du vélo. Ça vous donnera peut-être des idées. Merci à nos invités d'avoir été avec nous. Merci Thomas Quérault, merci Sonia Lavadino et merci Frédéric Maudevie pour ce débat sur l'usage du vélo. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente soirée sur Télénante évidemment. Vous pouvez nous retrouver aussi sur internet www.telenante.com et sur les réseaux sociaux. Et puis faites du vélo. Bonne soirée.